Bonsoir. Alors, je dis bonsoir et pas bonjour, même si on est le dimanche 27 au moment de la sortie de cette vidéo. C'est la 6e fois que je re-shoot cette vidéo, puisque si vous avez raté les épisodes précédents, j'ai 3 voisins dans mon immeuble qui ont racheté un appartement. Sauf qu'ils ont tous eu la riche idée de casser les murs des appartements, de jouer de la perceuse, bref, donc du lundi au dimanche, et quasiment de 8h à 20h, j'ai le droit à des coups de perceuse, des coups de masse, des gens qui gueulent, et j'en ai marre. Donc je triche et je tourne pendant la nuit, histoire que mon épisode puisse sortir quand même ce dimanche matin. Et en vrai, le petit éclairage nocturne, là, je l'avais pas vu depuis que j'ai arrêté les streams sur Twitch, qu'il faudrait que je reprenne d'ailleurs, mais je trouve ça plutôt pas mal. Attends, je regarde mon retour, je regarde un miroir là, je sais plus regarder moi, maintenant c'est fini. Bref, vous allez bien? Dans cet épisode, on va voir pas mal de choses. Je vais pas parler de la Paris Games Week parce qu'elle est encore en cours au moment où je tourne cette vidéo, et au moment de toute façon où le Zest va sortir, ce qui fait que ce serait pas très pertinent d'en parler maintenant, puis d'en reparler la semaine prochaine. Je préfère faire un point la semaine prochaine si jamais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, il y a vraiment pas mal d'actu jeux vidéo, on va parler un petit peu panneaux solaires, un petit peu de voitures, et puis un petit peu cinéma. Bon allez, cette intro est déjà suffisamment longue, générique. Ouais, j'en profite d'ailleurs, hein, je vous le dis, je vais peut-être renifler 2-3 fois dans la vidéo parce que j'en ai marre de faire des cuts sans arrêt à cause de ça. J'ai mes restes de pharyngite. Bref, commençons cette première annonce, enfin cette première info de ce nouveau Zest par l'annonce de Marvel's Spider-Man 2 qui sort sur PC. Alors attends, est-ce que je peux vous mettre 2-3 images de trailer? Voilà. Alors moi je suis pas du tout console, je suis vraiment PC Master Race parce que voilà. Le truc c'est que les jeux comme ça, les jeux exclus, je les découvre moi comme tout le monde très longtemps, enfin tous les joueurs PC très longtemps après. Alors d'un côté c'est pas plus mal parce que des fois entre temps il y a des DLC qui sortent, il y a des patchs, il y a des correctifs, il y a des mises à jour, il y a des machins, ce qui fait que quand le jeu arrive sur PC, j'ai envie de dire on a un jeu qui est un peu plus abouti que quand il est sorti en version 1.0 sur console. Après il tournera pas forcément toujours très bien, des fois il y a des problèmes d'optimisation et autres, mais en tout cas sachez que pour Marvel's Spider-Man 2 qui a l'air absolument, mais regarde là, il est magnifique. Moi je vois ça, j'ai envie de tester sur un écran OLED. Mais vraiment. Alors j'ai très peu joué au premier Spider-Man. Enfin au premier il y a Miles Morales je crois, puis on a peut-être encore un autre. Parce que je suis moins RPG qu'à une époque. Quand je dis RPG, pas vraiment, c'est pas un The Witcher non plus, mais c'est le genre de jeu comme Star Wars Survivor, Star Wars Fallen Order, où c'est des jeux où vous avez quand même des combos à retenir, vous avez une certaine expertise à avoir dans les déplacements, dans les mouvements, dans les attaques, etc. Ce qui fait que c'est mon cas, dites-le moi en commentaire si d'ailleurs c'est votre cas aussi, mais quand je commence à jouer à ce genre de jeu et que je m'arrête pour reprendre, je sais pas, 3 semaines après, j'ai complètement oublié les combos ou les quêtes secondaires ou qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et ça me saoule en fait. Donc c'est le genre de jeu où je me dis vas-y, si je le commence, je le finis d'une traite, genre je me prends une semaine et pendant une semaine je fais que ça, sauf que je trouve pas le temps de faire ça. Donc le jeu il sera dispo, enfin il est dispo en précommande pour sortir le 30, combien je vous ai dit, le 30 janvier 2025. Vous avez quelques bonus de précommande, avec la tenue Chevalier Arachnide pour Peter qui est en déblocage, ainsi que la tenue de l'araignée de l'ombre pour Miles, dans 3 coloris différents pour les chaque, avec le gadget attrape-toile et 3 points de compétence. Et si vous prenez l'édition de luxe, vous avez donc tous les bonus précédents, avec le jeu bien entendu inclus, avec en plus 10 tenues exclusives pour Peter et Miles, avec des éléments bonus pour le mode photo sans plus de précision sur ce que c'est, et 5 points de compétence. Voilà. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos? Peut-être non. Vous voyez, on n'a encore rien du tout sur la fiche technique nécessaire pour les PC. Bon, on peut supposer, je pense pour un jeu comme ça, un bon 100 Go facile de SSD, un bon 16 Go de RAM également, et peut-être CPU ou GPU qui ont environ 3 ans éventuellement. Au niveau des langues, même si j'ai un public plutôt francophone, on fait un rapide point et on voit qu'on a français pour l'interface, l'audio et les sous-titres, ainsi que en complet hein, pour l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol et l'arabe. Je vois aussi le japonais, et en vrai pour le kiff, jouer à Spider-Man comme ça sur Twitch avec le jeu en japonais peut être sympa, moi qui regarde beaucoup d'animés en ce moment. Il y a aussi le portugais du Brésil ou le portugais du Portugal, si vous avez envie de vous faire un petit kiff sur Twitch un soir. Voilà, c'était pour la première news sur Marvel Spider-Man 2 qui sort le 30 janvier 2025. Ensuite, on a une news un peu plus technique avec Gigabyte, ou Gigabit, ça dépend, j'entends un peu les deux prononciations, mais moi je vais plutôt dire Gigabyte, avec une mise à jour du BIOS qui devrait, alors du conditionnel, parce que tant que je ne l'ai pas constaté, je dis qu'il devrait, mais bon là ils ont l'air quand même assez confiants, apporter
35% de performance en plus sur les Ryzen 9000X 3D. Alors 35%, je trouve ça super audacieux quand même comme promesse. Il prévaut aussi à peu près 20% de performance pour les Ryzen 9000 qui ne sont pas dénommés X3D. Alors si vous connaissez pas trop AMD, en gros ils ont un peu deux gammes de processeurs. Les processeurs X3D, donc il y a le nom, puis il y a le X3D à la fin, qui apporte du cache, de la mémoire cache supplémentaire dont les jeux vidéo raffolent. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs processeurs gaming. Et il y a les processeurs qu'on appelle non X3D, qui sont les processeurs classiques, qui sont également très bons, mais c'est vrai que les X3D, c'est vraiment le premium et le haut de gamme pour du gaming. Et si on regarde et qu'on lit un peu le communiqué, en fait, ils expliquent qu'il y aura une fonctionnalité dans le BIOS. Alors, bien sûr, pas sur toutes les cartes mères, ça marchera, voilà, ce sera très spécifique, donc il faudra bien regarder la fiche technique avant d'acheter. Mais ils disent, le mode Turbo X3D de Gigabyte est une fonctionnalité BIOS de pointe qui repousse les limites des performances de jeu. Des tests empiriques montrent que cette innovation offre des avantages tangibles aux joueurs et des augmentations de performance pouvant atteindre 35% pour les prochains processeurs Ryzen 9000X 3D et 20% pour les Ryzen 9000 non X3D, ce que je vous disais juste avant. Alors après, attention, pouvant atteindre 35%, dans quelles conditions? Dans quel cas? Sur quel programme? Sur quel jeu? Comment ça se passe? Parce que si c'est 8% qu'on peut constater du moins au quotidien, et une fois de temps en temps sur un bench, sur un jeu, dans une certaine résolution, avec un certain réglage, bref, j'en sais rien. Donc attendons un petit peu. En revanche, voilà, c'est selon moi hyper intéressant, surtout si en ce moment vous avez envie de vous monter un petit setup et que vous avez envie de passer à AMD, ce qui sera un très bon choix parce que ça marche très très fort. Regardez un peu les cartes mères Gigabyte parce qu'il y a peut-être moyen de grappiller quand même pas mal de performance en plus avec cette nouvelle technologie Turbo X3D. Parlons voiture, parlons Tesla, mais parlons-en peu, je vous rassure, parce que la semaine dernière j'en ai déjà pas mal parlé, mais je vous avais parlé du robotaxi, et oh attends, j'ai encore des pop-up qui spawnent, voilà, je coupe ça. Oui, je sais, des fois vous m'écoutez en podcast, mais là il y a une grosse pop-up blanche et verte qui est arrivée en plein milieu de mon écran. Les robotaxis ont cette particularité d'être présentés comme étant autonomes. Qui dit autonomie, dit aussi recharge et efficacité sans l'aide d'un être humain derrière. Parce qu'aujourd'hui, une voiture électrique, c'est comme une voiture thermique, hein, il faut mettre quelque chose, il faut brancher quelque chose à un moment donné pour lui donner du jus, hein, que ce soit de l'essence ou de l'électricité. Et là, il y a quelque chose de super intéressant avec ce nouveau système, c'est qu'il y aura une base au sol qui permettra de recharger sans fil à 25 kW la voiture. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, surtout si vous n'avez pas de voiture électrique chez vous ou que vous n'en avez jamais eu, en moyenne, alors attention, c'est une moyenne que je vous donne là, parce que les chiffres vont varier selon si vous avez une prise domestique classique, une prise renforcée, une borne, etc. Mais en gros, on va être entre 5 et 10 kW à peu près à la maison, ce qui fait que vous rechargez en quelques heures une voiture et ça fonctionne très bien. Donc là, on passerait à du 25 kW, donc comme bien plus rapide que ce qu'on a à domicile, sachant que c'est du sans fil. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que la voiture recule, se stationne sur sa place de parking avec ce chargeur qui est en dessous, et il n'y a pas besoin d'un être humain qui vienne, qui prenne, entre guillemets, pas la pompe, mais qui prenne le câble et qui le branche dans le véhicule. C'est pas mal parce que derrière, dans une flotte de voitures entièrement autonomes, elles pourront toutes seules se gérer, et en fonction des niveaux de batterie, etc., elles pourront s'administrer toutes seules. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, ça peut même être les prémices peut-être d'une technologie qu'on retrouvera aussi chez nous dans quelques années. Après tout, pourquoi pas? Et pourquoi pas, plutôt que de s'embêter à installer une borne sur le mur de son garage ou le mur de sa maison, pourquoi est-ce que devant la porte du garage, ou même dans le garage, au sol, on ne pourrait pas avoir, nous aussi, une base qui permettrait de recharger sans fil sa voiture? Alors, ça a quand même un inconvénient avec une déperdition, c'est-à-dire que vous allez consommer plus d'énergie que le véhicule va en avoir, pas parce que c'est une voiture électrique, pas parce que c'est une Tesla, pardon, mais c'est le principe de la recharge par induction, de la recharge sans fil. Je vous dis une bêtise, vous allez consommer 30 watts, le produit derrière va en recevoir 20, parce que vous allez avoir une perte. Ça sera jamais aussi efficace qu'une recharge physique, filaire, où le câble est branché, mais c'est vrai que dans de nombreuses situations, notamment sur des parkings, je sais pas, de galeries commerciales, de choses comme ça, il y aura plus de bornes où on pourra risquer de reculer et de taper dedans, de les arracher, d'avoir le câble à brancher, etc. En vrai, moi j'attends de voir dans quelques années ce que ça va donner. Retournons un petit peu dans l'univers du jeu vidéo, ouais, parce que habituellement sur les Est, j'aime bien faire un peu des catégories, c'est-à-dire commencer par exemple le jeu vidéo, ensuite on va faire que du cinéma, ensuite on va faire que de la tech. Là je mélange un peu, on va dire que ça apporte un peu de variété. Pareil, dites-moi en commentaire si vous préférez ce format-là, où je mixe un petit peu tout, ou si vous voulez avoir plutôt des blocs. Mais en gros, si vous êtes joueur de Warhammer 40 000, vous avez sûrement dû entendre parler de Space Marine 2 qui est sorti il y a pas très longtemps. Alors, je n'y joue pas.
j'ai toujours kiffé les Warhammer de visu. Moi j'ai une fascination pour les gens qui les peignent. Je trouve que déjà il y en a, c'est des artistes, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Quand je vois que moi j'ai 33 ans, je dessine des bonhommes en bâton et je suis pas foutu de faire de la peinture sans en avoir plus sur les doigts que sur ce que je peins. Mais quand je vois ce que les mecs peignent, c'est assez fou. Mais en gros, si vous avez raté l'info, il y a donc le jeu Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est disponible sur Steam. Et le studio officiel, donc Saber Interactive, ils ont sorti un patch 4K de texture pack. Alors, le truc c'est qu'il fait quand même 75 Go ce pack de texture pack. Donc il prend de la place. Mais vraiment, si vous avez aimé le jeu, si vous jouez encore et que vous avez un bon écran, je parle pas forcément d'avoir un moniteur 4K, parce que des fois les textures, les assets, ils vont être par exemple en 1080p, ce qui fait que quand vous allez jouer en 2560 par 1440, vous pouvez avoir une image qui est très belle, mais des fois vous aurez peut-être des éléments d'interface de texture qui sont peut-être pas forcément... Vous verrez peut-être une petite différence ou des choses qui sont un peu moins bonnes. Là, ça dépend énormément des jeux. Mais à partir du moment où vous avez le pack de texture 4K, oh bah alors là... Tout sera beau, tout sera propre. Donc si vous avez de la place sur votre disque, pour les 75 Go que ça va demander, parce que là au total le jeu, on voit qu'il nécessite 160 Go, c'est énorme. Mais 160 Go pour un jeu 4K de ce genre, je dis banco, je pense que ça se mérite, surtout pour les jeux un peu contemplatifs comme ça. Il n'y a qu'à voir, alors navré pour les gens en podcast, mais ceux qui ont l'image, c'est absolument incroyable pour les podcasts. Je vous invite à regarder sur internet les vidéos de Warhammer 40 000, Space Marine 2, c'est vraiment... Enfin, moi je ne joue pas au jeu, mais quand je vois les images, j'ai envie d'y jouer, de me prendre une soirée comme ça avec un petit truc à grignoter, ça a l'air incroyable. Et d'ailleurs, dans les jeux vidéo, la transition presque parfaite, on va reparler de Battlefield. J'en ai parlé il y a pas longtemps parce qu'il y a un petit teaser, quelques infos qui ont été glanées, qui sont tombées de manière officielle d'IA. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait eu récemment, quand je dis récemment, cette semaine bien évidemment, une mise à jour, mais pas sur Battlefield 2042, pas sur le prochain Battlefield, donc on ne connaît pas du tout le nom d'ailleurs, mais sur Battlefield 1 et Battlefield 5. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas une mise à jour de contenu, hein, les jeux sont assez vieux, d'ailleurs cette semaine c'était les 8 ans de Battlefield 1, ça me rajeunit tellement pas, parce que j'ai adoré ce jeu à sa sortie, il est incroyable, et là du coup cette semaine j'ai fait que y jouer, il est incroyable, on a vraiment ce sentiment de fragilité quand on sort des tranchées, il est fou. Et quand je vois un véhicule blindé, je flippe comme pas possible, alors que dans les jeux un peu plus récents, le personnage, hop, on switch, il a un lance-roquette, il balance du C4, il fait ci, il fait ça, et le char il explose en 30 secondes. Là, dans Battlefield 1, on sort de la tranchée, il y a des grenades au gaz, il y a des fumigènes partout, il y a des tirs de sniper, il y a le véhicule qui passe, et là on est... incroyable, vraiment, relancer ce jeu, il est incroyable. Mais le truc, et c'est pour ça que je voulais en parler, donc voilà, j'arrête mon aparté, c'est qu'ils ont sorti un petit, alors je vais pas dire un correctif, hein, on peut mélanger correctif, mise à jour, ce qu'on veut, bref. En gros, ils ont unifié le système anti-cheat sur Battlefield 2042, Battlefield 1 et Battlefield 5. Alors derrière, ça permettra d'avoir quelque chose de mieux suivi, de plus efficace, et qui permettra une meilleure expérience de jeu pour les joueurs. Et d'ailleurs, on le voit là, hein, c'est noté, Battlefield 1 est sorti sur PS4, Xbox One et PC en 2016, et BF5 en 2018. Mais même le 5, c'est un banger, il était incroyable. Je me rappelle encore des trailers, et je trouve que DICE, avec les Battlefield, ils sont extra... Dites-le moi en commentaire hein, si vous partagez cet avis, ou même à l'inverse, hein, si vous ne trouvez pas. Mais je trouve que les trailers des Battlefield, à chaque fois, c'est des bombes. Alors, je me rappelle plus du tout du trailer de Battlefield 2042, donc soit c'est parce que je l'ai vu qu'une fois, comme j'ai pas aimé le jeu, j'ai pas plus regardé le trailer que ça, mais Battlefield 1 et Battlefield 5, mais c'était des courts-métrages qui étaient absolument incroyables. Mais bref, revenons-en à cette news, il y aura donc un correctif, une mise à jour de l'anti-cheat qui s'appelle maintenant EA Anti-Cheat. Alors, sur le principe, alors il y a un communiqué d'ailleurs qui est très long, mais sur le principe ça changera pas votre vie. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de me dire, si les gars de chez DICE et de EA mettent en place des nouveautés sur l'anti-cheat d'un jeu qui a 8 ans, c'est qu'ils n'ont pas prévu, je pense à court terme, de débrancher les serveurs. Et ça m'intéresse parce que moi qui ai envie de me remettre à BF1 et à BF5 un petit peu, ça m'encourage à me dire ok, réinvestis-toi un petit peu dans le jeu, c'est pas genre tu vas y jouer pendant 3 semaines et dans un mois il y a un communiqué qui tombe et qui dit bon voilà, après un peu plus de 8 ans nous fermons les serveurs de Battlefield 1, merci pour cette expérience, etc. Parce que beaucoup d'éditeurs font ça, hein, après un certain temps les serveurs ferment et les joueurs n'ont plus que leur jeu pour pleurer. Donc voilà, sachez que une mise à jour de l'anti-cheat a eu lieu qui s'appelle EA Anti-Cheat et on peut donc espérer encore quelques belles années de vie sur les serveurs multijoueurs de Battlefield 1 et Battlefield 5.
Ensuite, on va retourner un peu sur les voitures électriques, mais de manière très générale, avec une société allemande qui s'appelle Webasto, si je prononce bien, qui a développé un système de toit ouvrant photovoltaïque pour l'automobile. Alors oui, qui dit toit photovoltaïque va dire plutôt voiture électrique, parce que les voitures thermiques n'en ont pas forcément besoin. En revanche, donc ça s'appelle l'EcoPic, ça pourrait leur donner jusqu'à 2500 km d'autonomie par an, avec 300 kW à peu près d'énergie produite. Je trouve ça intéressant pour deux raisons. Donc là, encore une fois, je vais parler de Tesla, mais parce que c'est quand même un des leaders du marché de la voiture électrique, et parce qu'en ayant conduit une pendant un an, je peux parler en connaissance de cause. Si vous ne connaissez pas cette fonction, il y a une option qui s'appelle le mode Sentinelle sur les Tesla, qui permet, avec les caméras du véhicule, de filmer à 360, ainsi que l'intérieur de l'habitacle, en permanence quand vous activez cette fonction. C'est génial, surtout si vous garez en ville, dans la rue, dans un endroit pas forcément voilà, chez vous, on va dire. Ça m'a déjà servi, parce qu'il y a une nana, une fois, genre la cinquantaine, je sais pas, 50-55 ans, elle est venue à côté de ma voiture, elle a fait un tour de ma voiture, ensuite on la voit sortir son trousseau de clés, et on la voit rayer toute la moitié de ma voiture, du coffre au capot, et elle a fait 2 passages. Donc j'étais bien content d'avoir des flux vidéo en 1080p, je sais plus à combien d'images par seconde, 30 ou 60, c'est hyper fluide en tout cas, j'étais très content. Ça marche de jour comme de nuit, et ça fonctionne extrêmement bien. Le problème c'est que ça bouffe de l'énergie. Et il y a bien des fois où je me retrouvais à devoir désactiver cette fonction sentinelle alors que j'étais garé dans des endroits où j'aurais bien aimé l'avoir parce que ça me bouffait trop d'énergie. Du coup, avec une technologie un peu comme celle-ci où on peut avoir un toit photovoltaïque sur du coup, le toit de la voiture, si ça peut permettre de compenser les fonctionnalités du mode sentinelle de ce type, moi je dis banco parce que ça serait absolument génial. Au-delà de ça, il y a un autre petit truc intéressant qui là peut servir à tous les constructeurs, même s'ils n'ont pas de fonction sentinelle, c'est que c'est beaucoup plus léger qu'un toit traditionnel. C'est pas les mêmes matériaux. On est sur du polycarbonate fabriqué à partir de matériaux équilibrés en biomasse et recyclés. Alors, il détaille pas plus dans ce communiqué-là, mais c'est forcément plus léger que de l'aluminium par exemple. Donc on peut avoir une réduction du poids jusqu'à 40%. Et ça aussi c'est pas mal. Parce que si le poids du toit, alors je sais pas combien pèse le poids d'une Tesla Model 3 ou le toit d'une voiture en général, mais si déjà on retire 40% du toit du véhicule, il y a forcément à gagner sur l'autonomie derrière, parce qu'un véhicule plus léger est un véhicule qu'on peut propulser plus facilement. Donc j'attends de voir, est-ce que c'est encore un énième projet qu'on voit venir sur le marché, qu'on ne verra jamais vraiment dans l'industrie, ou qui n'arrivera que dans 10 ou 15 ans? Je ne sais pas, en tout cas, je trouve ça intéressant, et même à la limite pour des voitures thermiques, on leur met tout un lot de caméras avec des modes sentinelles, et puis pareil des petites cellules un peu photovoltaïques sur le toit pour éviter de trop taper dans la batterie de la voiture interne. Moi je trouve ça pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour la news suivante, c'est moins drôle, encore un piratage. Alors je dis encore parce que je crois que c'était en septembre que j'avais fait des vidéos sur le sujet où il y avait eu pas mal d'enseignes françaises qui avaient été touchées par des piratages. Alors moi j'ai déjà été touché par un truc comme ça, je vais vous en parler juste après, mais en gros là il y a 43,6 gigabytes de données qui ont leak chez Free. Alors le problème c'est que ça touche à peu près les données personnelles de 19 millions de clients Free Mobile et Freebox, avec les IBAN de plus de 5 millions de clients. C'est pas rien. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes précédentes vidéos, notamment celle où je teste un routeur et celle où j'explique un peu mon setup internet avec ma Freebox Ultra, vous savez que je suis chez Free, et ça m'embête un peu de voir que potentiellement mes données personnelles ont fuité. Alors il n'y a pas forcément non plus d'infos, je sais pas non plus si on peut savoir si nos données perso ont été touchées ou pas, s'il y a un outil qui permet de le savoir ou pas. En tout cas, moi ce que je vous recommande, c'est les infos traditionnelles. Évitez de mettre le même mot de passe partout, c'est-à-dire sur tous les sites internet, sur Facebook, Instagram, Free, etc., etc. Pareil, les adresses mail. Avoir une adresse mail, je comprends, c'est plus pratique, mais si vous avez la même adresse mail sur 50 sites et services différents avec que 2 ou 3 mots de passe qui tournent, le problème c'est que quand il y a une fuite de données comme ça, les personnes malveillantes, mal intentionnées, d'ailleurs revendent vos données personnelles, et ensuite ces personnes-là ont tout le loisir de tester, et si vous n'avez jamais changé vos mots de passe, et bien derrière ils vont réussir à se connecter, et ça peut être très embêtant. Et je vous ai dit là il y a quelques instants que moi j'avais une galère avec Free. Il y a un soir, j'étais en train de jouer avec un pote et là je reçois une notification sur mon téléphone de prélèvement de mon application de banque qui me dit voilà prélèvement Free Mobile. Ok, sauf que je ne suis pas chez Free Mobile, moi je suis chez Soch, donc c'est pas possible que j'ai un prélèvement Free Mobile. J'ouvre mon application en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là je vois que j'en ai pas un, mais j'en ai deux. J'ai 2 prélèvements Free Mobile. Et en fait après petite enquête, parce que bon, forcément j'ai râlé, j'ai appelé le support, j'ai fait un dépôt de plainte, il s'est retrouvé que quelqu'un, je n'ai jamais su qui, avait utilisé mon RIB pour ouvrir 2 lignes sur le site internet de Free en utilisant mon IBAN avec une identité modifiée et qui avait en plus acheté 2 smartphones.
Donc moi je me retrouvais avec 2 smartphones à près de 1000 € le smartphone, plus 2 ouvertures de ligne. Donc forcément, bon, moi, quand je dis forcément, je suis un peu médisant, mais bon, j'ai jamais eu de chance avec la police. À chaque fois que j'ai fait un dépôt de plainte, ça n'a jamais donné grand chose. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais là-dessus, moi je suis un peu déçu. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais j'ai déjà eu des galères comme ça et on m'a jamais expliqué, on m'a jamais donné de contexte, on n'est jamais revenu vers moi, ni la police, ni Free, ni machin, bref. Donc tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est si vous êtes chez Free, s'il vous plaît, mettez à jour vos identifiants de connexion, changez votre mot de passe, et si c'est le même mot de passe que vous utilisiez ailleurs, changez-le aussi sur les autres sites internet, c'est hyper important. Ensuite, je vais vous parler pour cette nouvelle news de Microsoft. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans un truc trop technique, mais peut-être avez-vous déjà entendu parler du DLSS ou du FSR d'AMD. En gros, les constructeurs de cartes graphiques, ils utilisent des technologies, donc le DLSS c'est pour Nvidia, le FSR c'est pour AMD, et pour les 2-3 au fond de la classe qui ont une carte graphique Intel, manifestez-vous parce que j'ai jamais vu personne avec un GPU Intel, mais vous existez, je sais que ça existe, il y a le XESS. Alors il faut savoir que ça c'est donc des technologies de mise à l'échelle qui permettent par exemple, vraiment je la fais court, hein, mais les consoles utilisent cette même technologie, si vous avez un écran en 2560 par 1440, vous n'allez pas avoir un jeu qui va être nativement en 2560 par 1440, il va être par exemple, je vous dis une bêtise, en 1920 par 1080. Et ensuite c'est cette IA qui va mettre à l'échelle l'image, comme ça permet à votre GPU de moins consommer et d'avoir un jeu qui est fluide. Le problème c'est que derrière il faut que ça soit implémenté dans les jeux, parce que si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas profiter de cette technologie là. Le truc c'est qu'avant il y avait le DLSS, après il y a eu le FSR, après il y a eu la technologie de Intel, bah ouais mais vous derrière quand vous êtes en train de développer un jeu, ça vous fait 3 technologies différentes à ajouter à votre jeu, mais c'est du temps de développement et c'est des ressources de développement et il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir aussi l'optimiser pour que ce soit bien fait, c'est une galère. Du coup Microsoft a mis en place quelque chose pour intégrer ces 3 technologies-là dans une API, l'API DirectSR. Ce qui fait que maintenant, ça sera beaucoup plus facile pour les studios. Alors après, quand je dis facile, je dis pas que c'est simple, mais on va dire que ça sera plus efficace. Plutôt que d'intégrer 3 technologies de 3 constructeurs différents, ils vont directement pouvoir puiser dans l'API DirectSR de Microsoft. Et je l'espère, l'avenir nous le dira, je l'espère que ça permettra d'avoir ces technologies-là implémentées dans un peu plus de jeux. Par exemple, les portages, j'en parlais en début de Zest, je crois que c'est le numéro 9 d'ailleurs aujourd'hui, du portage de Spider-Man. Bien souvent, c'est le problème des jeux qui sont portés d'une console à un PC ou d'un PC à une console. Il y a des problèmes d'optimisation, etc. Et c'est vrai qu'avoir des technologies de mise à l'échelle comme ça permet quand même de bien profiter de son jeu. Alors, qu'il soit optimisé ou non, mais même aussi si on a une carte graphique ou un PC avec une config, voilà, qui n'est pas de dernière génération, on peut quand même avoir des performances très fluides. Alors, Call of Duty, Black Ops 6 aussi qui sort là en ce moment, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que pour cette news, alors je savais pas trop comment aborder le sujet parce que j'ai pas trouvé l'info, donc pareil, j'ai peut-être pas suffisamment creusé ou les infos sont peut-être pas encore tombées, je ne sais pas, mais en gros, dans un tweet qui a été publié le 23 octobre, il y a un site spécialisé qui a mentionné l'existence d'un pack pour améliorer le rendu audio du jeu quand on utilise un casque ou des écouteurs. Alors, le problème, c'est que Call of Duty Black Ops 6, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tir, je vais pas dire compétitif, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène e-sport avec de la ranked et autres, enfin je ne crois pas, hein, sauf si c'est nouveau sur ce mode là, je ne sais pas, mais c'est un FPS qui est quand même assez compétitif dans le sens où les gens ils aiment bien tryhard le jeu quand même. Le truc c'est que oui, tout le monde pourra bénéficier des améliorations au niveau du rendu sonore du jeu, sauf que si vous payez 20 €, eh bien vous aurez droit à une licence qui vous permettra, je cite, « Chaque explosion et bruit de pas est équilibré avec une précision inégalée dans le monde 3D », c'est ce qu'ils indiquent. Et en fait, vous avez, alors je ne sais pas de quelle façon, apparemment vous avez un scan de l'oreille. Alors est-ce que c'est un scan audio? Est-ce que c'est un scan en utilisant, je ne sais pas, les caméras d'un smartphone ou le lidar d'un smartphone? Je ne sais pas du tout. Encore une fois, peut-être que je n'ai pas suffisamment creusé le sujet, mais j'ai pas trouvé l'info. Ou en gros, vous allez avoir un scan de votre morphologie pour adapter, grâce à la technologie M-Body, un profil qui est vraiment adapté et personnalisé aux joueurs. Alors le problème, c'est que certains voient ça un peu comme ce qu'on appelle du pay to win. Si vous n'avez jamais entendu cette expression, c'est par exemple un skin ou quelque chose qui va vous permettre d'avoir un avantage sur les autres joueurs. Donc là, ça veut dire que quelqu'un qui aura payé 20 € sa licence pour avoir un meilleur son, est-ce qu'il entendra vraiment beaucoup mieux? Est-ce que c'est des choses où selon l'âge, selon machin, c'est un peu, je vais pas dire bullshit, mais est-ce que c'est un peu exagéré, genre comme pour les écrans, on va dire « Ah, vous pouvez voir à 10 milliards de couleurs sur votre écran ?» Oui, mais enfin, les gens ils font déjà pas la différence entre 16 millions et 1 milliard de couleurs sur un écran la plupart du temps, alors en mettre 10 milliards, est-ce que vraiment ça va changer la donne?
je ne sais pas. Donc là, je serais très curieux de voir les premiers retours. Si jamais vous avez acheté cette licence dans la commu, là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit retour avant, après, et même des tests à l'aveugle pour éviter l'effet placebo. Hein. Genre vous le faites tester à quelqu'un, par exemple, il faut que vous activez ou désactivez l'option pour voir s'il entend la différence. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes joueur de Call of, sachez qu'il y a cette fonction, donc vous aurez 30 jours d'essai gratuit d'ailleurs, mais en tout cas, cette fonction vous permettra de débloquer pour 20 € 5 ans d'utilisation de cette licence. Revenons maintenant un petit peu au matériel avec Intel, puisque cette semaine sont sortis les nouveaux processeurs, les Core Ultra. Alors, je vais vous la faire courte, je vais faire très résumé, encore une fois, de toute façon, toutes mes sources sont dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de pages d'ailleurs sur la source que je vais vous donner. En gros, ce qu'on peut retenir de cette nouvelle génération, c'est que... ouais, elle est bien, elle est pas mauvaise. Hein. C'est pas un gap générationnel de zinzin. Si vous avez la précédente génération, vous n'allez pas transcender vos performances. Là où en revanche elle est intéressante, c'est que on conserve des performances équivalentes, voire un tout petit peu meilleures, hein, mais équivalentes avec une consommation d'énergie inférieure. Mais ça ne vaut vraiment, et j'insiste là-dessus, ça ne vaut vraiment pas le coup de dépenser de l'argent, de refaire votre setup si vous aviez l'ancienne config pour la nouvelle. Si je reprends par exemple un bench, que je vais agrandir pour ceux qui regardent et que je vais donner à l'oral pour ceux qui m'écoutent en podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, on a littéralement 2 FPS d'écart. C'est-à-dire on est entre 87 FPS et 89 FPS pour le jeu Far Cry 6 en 4K avec les graphismes en ultra. Donc il n'y a que 2 FPS d'écart entre les Ryzen 5, les Ryzen 9, les Core i5 et les Core i9 et les Core Ultra. Core Ultra 5 et Core Ultra 9. C'est-à-dire vous prenez, entre guillemets, les 6 processeurs les plus récents sur 2 gammes, la gamme des 5 et la gamme des 9, et vous n'avez que 2 FPS de différence sur un jeu en 4K en ultra. C'est pas incroyable, sachant que le prix n'est pas le même, bien entendu, surtout si derrière vous devez rechanger votre config ou votre carte mère ou votre RAM, etc. Mais c'est pas incroyable. Par exemple sur Avatar, les frontières de Pandora, en 1080p avec les graphismes moyens, il y a 10 FPS d'écart entre le résultat le plus bas qui est à 148 et 158 pour le plus haut. Et celui qui a les FPS les plus élevés, c'est pas du tout la dernière génération de Core Ultra. Au contraire, c'est l'Intel i5 14600K qui est, entre guillemets, je vais pas dire la dernière génération, mais qui l'était jusqu'il y a une semaine. À l'inverse, justement, ce nouveau Core Ultra 5, qui serait son équivalent, il a 10 FPS de moins. Alors, oui, il consomme moins. Et ça, c'est intéressant. Surtout là, je crois qu'en France, on va se taper encore 15% d'augmentation à cause de la taxe. Je crois qu'ils vont changer la TVA. Il faut que je me repenche sur le sujet. Mais ils nous avaient dit au début, ils nous fait à l'envers, que le prix de l'électricité allait baisser à partir de février 2025. Sauf que derrière, ils vont rééquilibrer la TVA et je crois qu'on va se remanger 15% sur les factures d'énergie. Mais il faudra que je regarde. De toute façon, ça fera le sujet d'un zeste éventuellement à venir. Mais voilà, les nouveaux CPU Intel sont arrivés. C'est pas transcendant. Après, bien sûr, vous trouverez toujours des cas ou des tests ou des benches où ah oui, on a mieux, parce que ils sont pas que mieux sur le plan énergétique. Il y a quelques nouveautés, quelques petites innovations avec un NPU par exemple, qui est un processeur neural qui est pas mal dans certaines situations. Mais c'est bon quoi, vous embêtez pas trop à changer tout votre setup si vous en avez déjà un très bon. Ensuite, on va parler un petit peu cinéma. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un film d'animation. Alors, c'est marqué Peter Jackson présente, donc je ne sais pas à quel point il a été intégré dans le projet, mais c'est un film de Kenji Kamayama sur le Seigneur des Anneaux, la guerre ou la bataille, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais la guerre des Rohirrim. De mémoire, ça se passe 183 ans avant la trilogie des films, et ça racontera l'histoire de l'ancien souverain du Rohan, qu'on appelle Helm. Donc, Helm, si vous avez vu les films, le gouffre de Helm, voilà, donc c'est peut-être lui qui aurait bâti le gouffre de Helm, je sais pas. J'attendais rien, moi, de ce film d'animation parce que j'avais un peu peur de qu'est-ce qu'on allait avoir. J'aime bien le chara design. Alors, il a rien... Je vais pas dire d'incroyable. Il est beau. Enfin, il y a des effets de lumière, les personnages ont l'air bien travaillés, il y a l'air d'avoir des trucs vraiment cool. Mais quand je vois l'image, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à n'importe quel animé. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a une patte graphique particulière comme on peut trouver dans certaines œuvres, par exemple. Là, c'est joli. Enfin, je trouve ça joli, je trouve ça travaillé. Mais si tu m'enlèves le titre Le Seigneur des Anneaux de l'affiche,
je regarde l'affiche, je sais pas ce que je regarde. Pour moi, c'est n'importe quel animé de RPG, un peu fantasy, etc. J'en sais pas plus. Il y a même un personnage, on dirait un peu Edward Elric avec les cheveux blonds attachés, enfin bref. J'attends de voir, apparemment il sera disponible le 13 décembre en IMAX. Alors je pense que ça sera le 13 décembre de cette année, parce que j'ai pas vu d'infos contradictoires à ce sujet, donc on n'aura pas forcément longtemps à attendre. Mais en tout cas, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, un peu comme moi, alors pas au point de connaître par cœur le lore, mais sachez que le 13 décembre, au cinéma uniquement, pas sur les plateformes de streaming, est disponible en IMAX. Il y aura un film d'animation dont je n'ai pas non plus la durée à vous communiquer, mais dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Et enfin, la dernière news, on va parler de YouTube Premium Lite. Alors, vous étiez peut-être passé d'ailleurs complètement à côté de ça, mais en octobre 2023, ça a existé, donc c'est arrivé, c'est reparti. Mais en gros, il y avait un abonnement premium à tarif réduit qui était disponible. Il revient, mais il revient avec des publicités. Et c'est le problème. On paye des plateformes et derrière on met des pubs sur cette plateforme. On le voit avec Amazon Prime par exemple, ou si vous regardez un film, vous avez des pubs avant le film. Dans une série, vous pouvez avoir des pubs avant et pendant. Je trouve ça abominable. Les plateformes, alors je trouve ça en plus un peu contradictoire. Je comprends, entre guillemets, le fait de vouloir faire de l'argent. Mais les gars, vous faites déjà payer un abonnement. C'est bon quoi, mettez pas des pubs en plus sur des gens qui payent déjà 10, 15, 18 euros tous les mois. C'est bon, c'est énorme quoi. Donc j'ai un peu de mal à accepter ça, surtout avec ce discours de on veut fidéliser les plateformes de streaming pour lutter contre le piratage. Le fait de rajouter des pubs dans des épisodes que les gens payent pour voir, c'est le meilleur moyen de pousser les gens au piratage. Vraiment, c'est la pire idée que vous pouviez avoir. Et du coup, YouTube fait la même chose, YouTube Premium Lite, où vous aurez aussi des publicités. Je trouve ça nul, vraiment, je trouve ça nul. En revanche, ça me permet de rebondir, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, sur un article que j'ai publié il y a quelques temps, je sais même plus quand d'ailleurs, j'ai plus la date, mais il y a le 13 septembre, parce que c'était la veille de mon anniversaire, le 13 septembre 2024 sur noixdecitron.tech. C'était pas du tout un article sponsorisé, mais moi je faisais comme beaucoup, c'est-à-dire je prenais le YouTube Premium avec un VPN pour le payer moins cher, je faisais, du coup il me payait, pardon, c'est pas du tout français, je crois que YouTube Premium me coûtait 1,50€ ou 2€ par mois, au lieu de 12,99 je crois, donc c'était génial, ça marchait pendant des années, sauf qu'il y a eu un strike mondial, ce n'est plus possible, donc je cherchais d'autres méthodes qui étaient légales, parce que moi je ne veux pas passer par des bloqueurs de publicité ou des choses comme ça, déjà parce que je suis créateur de contenu, donc j'ai aussi envie de soutenir les autres créateurs de contenu que je regarde, parce que quand vous utilisez un bloqueur, ça bloque les pubs, donc il n'y a pas de rémunération pour le créateur de contenu derrière, alors que quand vous regardez avec YouTube Premium, il est rémunéré, on va dire, de manière passive. Et donc voilà, je cherchais une solution, et j'en ai trouvé une, donc encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé, mais c'est un service qui s'appelle Split, et qui permet de partager des abonnements familiales qu'on peut avoir. Donc il y en a plein des différents qui existent. Sur YouTube, si vous avez un compte YouTube Premium Famille, eh bien vous pouvez le partager avec 5 autres personnes. Donc en gros, oui, vous payez 20 ou 22€ par mois, je crois, sauf que c'est 22€ que vous divisez en 6, ce qui fait que finalement ça coûte pas très cher. Et donc d'ailleurs, j'en profite aussi pour ajouter qu'il n'y a pas que le retrait des publicités, quand vous prenez YouTube Premium, ça vous débloque aussi YouTube Music, donc vous n'avez plus forcément besoin de payer un abonnement en Spotify ou Deezer par exemple, parce que vous avez YouTube Music de disponible, et surtout, vous avez également la possibilité dans certaines vidéos, ça dépend de la qualité de la vidéo, de débloquer un débit premium, c'est-à-dire que vous avez une image de meilleure qualité. Donc non seulement vous avez accès à des dizaines de millions de musiques inclus dans votre forfait, une meilleure qualité audio et vidéo dans les vidéos sur YouTube, vous n'avez plus de publicité dans les vidéos, et vous n'avez pas non plus de publicité dans les résultats de recherche, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc j'ai un article dans lequel moi j'explique un petit peu comment j'ai fait, comment ça se passe pour payer 4€ par mois, donc techniquement ça me 3,999999€, bref. Voilà, donc ça existe, ça s'appelle Split, et encore une fois c'est pas du tout sponsorisé, mais comme moi j'ai découvert ça et que ça m'a permis vraiment de faire de sacrées économies, n'hésitez pas, si vous avez des potes, de la famille, etc., vous y mettez à 6 et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous n'aurez plus aucune publicité, vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec des extensions, des plugins à installer sur le téléphone, mais il n'y a pas la même chose sur l'ordi, puis j'ai pas la même chose sur ma console ou sur ma télé ou machin. Non, là ça marche sur votre compte Google directement, donc tous les appareils connectés à votre compte en bénéficieront. Bon, quel plaisir, j'ai pu tourner 40 minutes. Ouais, parce qu'il y a des cuts des fois. J'ai pu tourner 40 minutes sans bruit de perceuse. Il est tard, j'ai envie de me coucher. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain Zest. Je suis désolé, il n'y a pas trop de vidéos écran ou tuto ou guide en ce moment parce que j'ai du mal. Il y a le chat qui va sauter, attention, voilà. Je n'ai pas l'opportunité, comme je vous le disais en intro, de tourner beaucoup de vidéos en ce moment. Et j'aimerais, genre là j'ai un Alienware 32 pouces 4K OLED devant moi. J'ai tous les rushs sont faits, tout est tourné. Mais je ne peux pas enregistrer de voix off. Alors oui, je pourrais tourner la nuit comme je le fais là,
Mais j'ai une vie aussi, genre j'ai un travail aussi, accessoirement. Et la nuit, j'aime bien genre dormir, par exemple. Donc je fais au mieux et dès que je peux... Qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu vas renifler l'objectif de la caméra maintenant? Ah, ça me fatigue. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Allez, descends de là toi. Mais t'as pas fini un peu là?